En l'an 27 après Jésus-Christ, lorsque la galère impériale de Tibère César Auguste s'éloigna lentement des côtes de Rome, presque personne dans la capitale ne comprit la véritable signification de ce voyage. Officiellement, il s'agissait d'une retraite, un empereur vieillissant cherchant le calme loin du bruit politique. Mais sous cette explication commode se cachait quelque chose de plus inquiétant. À 68 ans, Tibère ne fuyait pas le pouvoir. Il fuyait Rome, et peut-être lui-même. Le golfe de Naples s'étendait devant lui comme un miroir parfait, serein, presque irréel. Capri apparaissait à l'horizon comme une promesse de paix, des falaises lumineuses, des eaux bleues, un paradis que les poètes décrivaient comme un don des dieux. Cependant, l'histoire respecte rarement la beauté du paysage. Parfois, les lieux les plus éblouissants finissent par devenir les théâtres d'ombres profondes. Capri en serait un. Durant les 12 années suivantes, jusqu'à sa mort en 37 après Jésus-Christ, Tibère gouvernerait l'Empire romain depuis cette île. Non pas depuis le Forum, non pas depuis le Sénat, mais depuis un espace isolé, élevé au-dessus de la mer, physiquement séparé du peuple et des regards. Ce détail, apparemment administratif, recèle une question cruciale. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir absolu est exercé loin de toute surveillance? Pour comprendre Capri, il faut d'abord comprendre l'homme qui décida de s'y réfugier. Tibère n'était pas né pour être empereur. Sa jeunesse fut marquée par la discipline militaire, l'austérité et une réputation de commandant compétent. Il dormait parmi les soldats, partageait les rations, obéissait aux ordres sans chercher les applaudissements. Pendant des années, il fut considéré comme un outil utile de l'État, non comme son centre. Mais le pouvoir, même lorsqu'il arrive tard, laisse des cicatrices. Contraint de sacrifier sa vie personnelle par commodité politique, obligé de renoncer à la seule femme qu'il avait aimée, Tibère apprit une leçon silencieuse. À Rome, même les sentiments devaient obéir. Ce renoncement ne fut ni public ni spectaculaire, mais il laissa une fissure intérieure qui ne se referma jamais. Dès lors, le devoir et l'humiliation marchèrent ensemble. Lorsqu'il accéda finalement au trône impérial, Tibère n'était plus seulement un gouvernant. C'était un homme fatigué, méfiant, entouré de conspirations réelles ou imaginées. Rome, avec son Sénat vigilant et son aristocratie ambitieuse, devint pour lui un espace hostile. Capri, en revanche, offrait quelque chose de différent: distance, contrôle et silence. Il ne s'agissait pas uniquement d'échapper au bruit politique. En s'isolant, Tibère supprimait les limites. Loin du regard public, les normes devenaient floues. L'empereur pouvait observer sans être observé, décider sans être questionné. Capri ne fut pas choisi par hasard. Ce fut un choix stratégique, presque symbolique. Un lieu où le pouvoir n'avait plus besoin de justification. Ainsi commença l'une des périodes les plus sombres de l'Empire romain. Non pas avec des cris ni des batailles, mais avec un départ silencieux à l'aube. Tandis que Rome suivait sa routine, convaincue que son empereur se reposait, quelque chose de différent commençait à se forger au sommet de ces falaises. Une histoire qui défierait non seulement les lois, mais aussi les croyances les plus profondes sur la nature du pouvoir humain. Avant Capri, avant le silence et l'isolement, Tibère avait été un autre homme. Non pas un saint, mais une figure reconnaissable selon les codes romains. Discipline, devoir, retenue. Né Tibère Claude Néron, il n'avait pas grandi avec la certitude du pouvoir, mais avec l'obligation de servir. Dans une Rome obsédée par la lignée, il fut longtemps une option secondaire, un outil utile, jamais l'héritier rêvé. Sa carrière militaire renforça cette identité. En Germanie et en Pannonie, Tibère se forgea une réputation de général efficace, respecté par ses troupes. Les sources s'accordent à le décrire comme austère, presque sévère envers lui-même. Il ne cherchait ni le spectacle, ni la faveur populaire. Dans un monde romain où la gloire publique était une monnaie politique, Tibère semblait mal à l'aise avec l'admiration. Ce trait, qui dans un autre contexte aurait été une vertu, se transforma en faiblesse à la cour impériale. Le point de rupture n'arriva pas sur le champ de bataille, mais dans l'intimité. Auguste, premier empereur de Rome, décida que la vie personnelle de Tibère devait servir les intérêts de l'État. Il l'obligea à divorcer de Vipsania, la femme qu'il avait, selon les témoignages contemporains, réellement aimée. Ce ne fut pas seulement une séparation, ce fut un ordre. Un rappel brutal que même les affections les plus profondes étaient dispensables face au pouvoir.
le nouveau mariage avec Julia, fille d'Auguste, n'apporta aucune stabilité. Julia représentait tout ce que Tibère détestait: exhibition, mépris, humiliation publique. Cette union, loin de le consolider, éroda lentement son intérieur. Les chroniques parlent d'un homme qui apprit à se taire, à réprimer, à accumuler des ressentiments sans se défouler. Des décennies plus tard, des psychologues modernes identifieraient dans ce schéma un terrain fertile pour des distorsions profondes de la personnalité. Lorsqu'Auguste mourut et que Tibère accéda finalement au trône en l'an 14 après Jésus-Christ, il le fit en homme fatigué. Il ne célébra pas, il ne promit pas une nouvelle ère. Il assuma le pouvoir comme un fardeau inévitable. Mais ce pouvoir s'accompagnait de quelque chose de dangereux, une autorité sans véritable contrepoids. Le Sénat existait toujours, mais n'imposait plus de limites. La loyauté était forcée, la critique punie. C'est ici que commence la transformation la plus inquiétante. Le général discipliné céda la place à un empereur obsédé par la trahison. Chaque mot pouvait cacher une menace, chaque geste une conspiration. Les lois de lèse-majesté se multiplièrent, créant un climat de peur qui paralysa l'élite romaine. Ce n'était pas seulement une stratégie politique, c'était un reflet interne. Tibère projetait sa propre méfiance sur tout le système. Rome, avec son agitation constante et ses intrigues interminables, devint un rappel permanent d'humiliation et de danger. Capri, en revanche, offrait le contrôle. Là, il n'y avait pas de sénateurs qui murmuraient, ni de foule qui jugeait. Seulement la mer, la pierre et le silence. Pour un homme marqué par la perte et le ressentiment, cet isolement ne fut pas une fuite passive, mais une affirmation. Loin de Rome, Tibère pouvait être bien plus qu'un empereur surveillé. La question n'est pas pourquoi il se retira à Capri. La vraie question est ce qui permit cette retraite. Car lorsqu'un gouvernant accumule un pouvoir absolu et se sépare du jugement humain, la frontière entre discipline et obscurité commence à s'estomper. Et Tibère était sur le point de la franchir. Rome, durant les premières années du règne de Tibère, semblait stable en surface. Les frontières de l'Empire restaient fermes, les légions obéissaient et l'appareil administratif continuait de fonctionner avec la précision héritée d'Auguste. Mais sous cette apparence d'ordre, s'étendait une sensation constante d'inquiétude. La peur ne s'annonçait pas à voix haute, elle se filtrait dans des conversations à voix basse, dans des regards évitants, dans des silences trop prolongés. L'instrument central de ce climat fut l'extension systématique des lois de lèse-majesté. Initialement conçues pour protéger l'État, ces normes se transformèrent en un mécanisme psychologique. Il n'était plus nécessaire de commettre un acte concret pour être suspect. Une phrase mal interprétée, une blague déplacée, même une omission suffisait. À Rome, penser devint dangereux. Tibère n'avait pas besoin d'être présent pour exercer son contrôle. Depuis Capri ou depuis la capitale, son pouvoir opérait par la peur. Des délateurs professionnels parcouraient la ville, encouragés par des récompenses et par la promesse de protection. Le résultat fut une société fragmentée, où personne ne faisait pleinement confiance à personne. Les amis s'éloignaient, les familles évitaient de parler de politique, même en privé. Le silence devint une forme de survie. Des historiens ultérieurs souligneraient que ce système non seulement éliminait les opposants, mais érodait toute limite morale. Lorsque l'accusation devient un outil quotidien, la vérité cesse d'avoir de l'importance. La seule chose pertinente est de démontrer une loyauté absolue. Dans ce contexte, l'empereur se transforma en une figure quasi abstraite, omniprésente et intouchable, plus proche d'une force invisible que d'un être humain. Comparé au régime moderne, le schéma est étrangement familier. Il n'est pas nécessaire d'une violence visible pour dominer. Il suffit d'instaurer une incertitude permanente. La punition n'a pas besoin d'être fréquente, seulement imprévisible. Tibère comprit cela de manière intuitive. Rome se gouvernait seule, paralysée par la peur de commettre une erreur irréversible. Ce climat explique en partie pourquoi la retraite à Capri fut acceptée sans réelle résistance. Officiellement, l'empereur continuait de gouverner. Les ordres arrivaient, les décisions étaient exécutées. Mais son absence physique renforçait son autorité symbolique. En n'étant pas présent, Tibère devenait encore plus redouté. Personne ne pouvait lire son visage, anticiper son humeur ou interpréter ses silences. Capri, alors,
ne fut pas un abandon du pouvoir, mais son perfectionnement. De là, Tibère élimina la dernière barrière entre sa volonté et la réalité. Sans le Sénat pour observer, sans rituel public exigeant de la retenue, l'empereur n'avait plus à jouer un rôle. Il pouvait être pure volonté. Rome fut réduite à une ville qui obéissait à des ordres provenant d'un lieu lointain et inaccessible. L'empire le plus puissant du monde antique commença à graviter autour du Nil. Et dans ce déplacement, quelque chose de fondamental fut perdu. L'idée que le pouvoir devait rendre des comptes à quelqu'un. Ce vide moral, cette absence de limite visible, prépara le terrain pour ce qui allait suivre. Car lorsque la peur remplace la loi et le silence remplace la responsabilité, le pouvoir cesse d'être une fonction et devient le reflet des impulsions les plus sombres de celui qui l'exerce. Au sommet de Capri, sur des falaises qui tombent abruptement vers la mer, se dressait la Villa Jovis. À première vue, elle pouvait sembler être une résidence impériale de plus, un exemple du goût romain pour la grandeur et la domination du paysage. Mais plus on examine son design, plus il est évident qu'elle n'a pas été conçue comme un simple lieu de repos. La Villa Jovis n'était pas destinée à accueillir des foules, ni à célébrer des rituels publics. Elle était conçue pour isoler. Son emplacement n'était pas fortuit. De là, l'horizon s'ouvrait dans toutes les directions, tandis que l'accès terrestre était limité à quelques chemins étroits et facilement contrôlables. L'architecture imposait une distance physique et symbolique. Celui qui habitait cet espace n'avait pas besoin de regarder quiconque dans les yeux. Tout se passait à l'intérieur. Les fouilles modernes ont révélé un complexe qui défiait la logique habituelle des villas romaines. Des piscines interconnectées, des grottes artificielles, des chambres souterraines sans fonction défensive claire, des passages qui ne menaient à aucun espace cérémoniel. Ce n'étaient pas des erreurs de conception, c'étaient des décisions, des éléments créés pour un usage spécifique qui ne fut jamais officiellement enregistré. Certains systèmes de drainage s'avéraient excessifs pour une résidence privée. Certaines salles présentaient des ancrages en pierre et des marques délibérément effacées des murs et des sols. Il ne s'agissait pas d'une usure naturelle. Quelqu'un, à un moment donné, avait tenté d'effacer les traces. La Villa Jovis avait été altérée après avoir rempli son objectif, comme si sa propre structure représentait une menace pour ceux qui héritèrent du pouvoir. L'architecture, dans ce cas, fonctionne comme un reflet de l'état mental de son propriétaire. Chaque niveau, chaque passage caché, renforçait une idée centrale: le contrôle absolu de l'espace et de ceux qui l'habitaient. À Rome, le pouvoir devait être représenté publiquement. À Capri, le pouvoir s'exerçait sans témoin. Ce type de construction n'est pas unique dans l'histoire. Au fil des siècles, des gouvernants qui se sont séparés de la vie publique ont créé des environnements similaires: palais fermés, complexes inaccessibles, résidences où la loi externe cesse d'exister. L'isolement ne protège pas seulement le gouvernant du monde, il le libère aussi de ses limites. Dans la Villa Jovis, il n'y avait pas besoin de justifier les décisions ni de maintenir les apparences. L'empereur n'avait de compte à rendre à personne. La mer et le ciel étaient ses seuls spectateurs. Cette solitude extrême, combinée à une autorité illimitée, créa un espace où les normes romaines perdirent leur signification. Le permis et le défendu cessèrent d'être définis par la tradition et dépendirent uniquement de la volonté impériale. Capri, ainsi, cessa d'être une retraite. Elle se transforma en un laboratoire du pouvoir sans frein. Et la Villa Jovis, plus qu'une résidence, devint un symbole architectural d'une vérité inquiétante. Quand personne n'observe, le pouvoir révèle sa forme la plus authentique. Ce fut dans cet espace clos, loin de Rome et de tout regard extérieur, qu'émergea l'un des éléments les plus inquiétants associés au nom de Tibère. Ce que les sources anciennes décrivirent avec des euphémismes, des métaphores et des silences gênants. Il ne s'agissait pas d'une simple rumeur isolée, mais d'un concept répété, presque codifié, qui apparaît dans les textes comme si les chroniqueurs eux-mêmes craignaient de le nommer directement. Il parle de petites créatures de l'eau, non pas comme des personnes, mais comme des présences dépouillées d'identité. Le langage n'est pas fortuit. Quand un système de pouvoir veut justifier l'injustifiable, la première étape est de changer les mots.
transformer des êtres humains en symboles, en objets, en éléments d'un rituel privé. Ainsi, la conscience peut dormir. À Capri, selon les récits, rien n'était spontané. Il y avait un processus, des arrivées discrètes, un apprentissage imposé, une adaptation forcée à un environnement où l'obéissance n'était pas une option, mais une condition d'existence. L'individualité s'effaçait peu à peu, des noms remplacés par des fonctions, des enfances interrompues et reconverties en silence. Il n'est pas nécessaire de décrire les actes pour comprendre le mal. Il suffit de comprendre la logique. Quand quelqu'un contrôle complètement le corps et le destin d'un autre, la violence est déjà présente, même si elle n'est pas nommée. Du point de vue anthropologique, ce qui s'est passé à Capri s'inscrit dans un schéma ancien et perturbant. Tout au long de l'histoire, le pouvoir absolu a eu tendance à créer des rituels fermés, éloignés de la communauté, où les normes communes cessent de s'appliquer. Ces rituels ne cherchent pas le plaisir au sens simple, mais l'affirmation. Ce sont des actes conçus pour rappeler encore et encore qui commande et qui n'a aucune valeur. Tibère, isolé et vieillissant, semblait obsédé par cette réaffirmation constante. Il ne suffisait pas de gouverner le monde romain à distance. Il devait exercer son emprise dans ce qu'il y avait de plus intime, dans des espaces où personne ne pouvait intervenir ni juger. Capri lui offrait ce scénario parfait, un microcosme où sa volonté était loi naturelle. Les chroniqueurs anciens, même écrivant des décennies plus tard, montrent une gêne à aborder ce sujet. Ils changent de langue, ont recours à des circonlocutions, omettent des détails. Cette pudeur littéraire n'adoucit pas l'histoire, elle la rend plus inquiétante. Elle suggère que ce qui s'est passé dépassait les limites, même pour une société romaine connue pour sa permissivité dans certains domaines. Ici, il est important de s'arrêter sur quelque chose d'essentiel. Ce ne fut pas un excès isolé d'un individu excentrique. Ce fut la conséquence directe d'un système qui élimina toute forme de contrôle. Sans témoins, sans lois effectives, sans conséquences, le pouvoir cessa d'être une fonction politique et se transforma en une expérience personnelle, fermée, autoréférentielle. Capri ne fut pas seulement le refuge d'un empereur fatigué, ce fut le lieu où des êtres humains cessèrent d'être considérés comme tels. Et quand cela arrive, l'histoire nous enseigne qu'il y a toujours un prix à payer, même si, pendant un temps, il reste caché sous le marbre, la mer et le silence. Rien de ce qui s'est passé à Capri n'aurait été possible sans une structure pour le soutenir. L'erreur la plus courante en regardant cette histoire est d'imaginer Tibère comme une figure isolée, agissant seule dans sa retraite. La réalité, selon les indices historiques, fut bien plus inquiétante. Derrière l'empereur existait un réseau humain et administratif qui fonctionnait avec la même précision que toute autre institution de l'Empire romain. Le pouvoir absolu opère rarement seul. Il a besoin d'intermédiaires, d'exécuteurs, de facilitateurs. À Capri, ces rôles étaient soigneusement répartis. Des fonctionnaires impériaux s'occupaient de la logistique. Des messagers voyageaient régulièrement entre l'île et le continent. Tout était enregistré sous des catégories neutres, bureaucratiques, conçues pour ne pas éveiller les soupçons. La machinerie de l'État, habituée à obéir sans poser de questions, a simplement continué de fonctionner. Du point de vue historique, c'est l'un des aspects les plus perturbants de cette affaire. Nous ne parlons pas de chaos ni d'impulsions incontrôlées, mais d'organisation. Chaque rouage remplissait sa fonction, sans remettre en question le but final. Ceux qui participaient pouvaient se convaincre qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, que leur responsabilité était limitée. C'est ainsi que les systèmes les plus sombres parviennent à se maintenir dans le temps. Comparé à des épisodes plus récents de l'histoire moderne, le schéma est reconnaissable. Lorsqu'une autorité concentre tout le pouvoir et élimine la reddition de comptes, la moralité individuelle se dilue. L'obéissance remplace le jugement. La peur de tomber en disgrâce l'emporte sur toute considération éthique. À Capri, personne ne voulait être le prochain à perdre la faveur impériale. Même des figures ayant une formation médicale et culturelle participèrent à cet environnement fermé. Non pas comme des soignants de victimes, mais comme des garants du bien-être de l'empereur lui-même. Leur fonction n'était pas de soulager la souffrance d'autrui, mais d'assurer que la volonté de Tibère puisse continuer à s'exercer sans interruption. Cette inversion des valeurs illustre à quel point le système avait perdu toute référence morale externe. Il existait aussi une hiérarchie interne, une compétition silencieuse entre ceux qui entouraient l'empereur.
Dans un espace où la faveur impériale était tout, se distinguer signifiait survivre. L'innovation n'était pas mesurée en termes de justice ou de bonne gouvernance, mais en capacité à satisfaire des attentes implicites, jamais formulées ouvertement, mais clairement comprises par tous. Ce type de dynamique transforme l'abus en norme, non pas parce que tous le désirent, mais parce que personne n'ose l'arrêter. Le système devient autosuffisant, replié sur lui-même. Capri ne fut pas seulement le théâtre de décisions individuelles, mais le résultat d'une complicité collective qui permit que l'impensable devienne quotidien. Ainsi, la véritable horreur ne réside pas uniquement dans la figure de l'empereur, mais dans le réseau qui l'entourait. Car lorsqu'un système entier s'adapte à la volonté d'un seul, la responsabilité se disperse et le mal se multiplie en silence. L'île de Capri n'était pas étrangère à ce qui se passait au sommet des falaises. Bien que la Villa Jovis restât fermée, gardée et enveloppée de silence, la réalité finissait par s'infiltrer. Aucun système de pouvoir, aussi hermétique soit-il, ne peut tout cacher pour toujours. Les habitants de l'île voyaient arriver des embarcations à des heures irrégulières, observaient des mouvements inhabituels, remarquaient des absences qui n'étaient jamais expliquées. Mais voir ne signifiait pas pouvoir parler. Capri vivait sous une surveillance constante. Des gardes impériaux contrôlaient les chemins, les ports et les eaux proches. Le message était clair, bien qu'il ne fût jamais prononcé à voix haute. L'île n'appartenait pas à ceux qui l'habitaient, mais à l'empereur. La sécurité ne protégeait pas la population, elle la maintenait contenue. Dans ce contexte, le silence n'était pas une complicité volontaire, mais une stratégie de survie. Les pêcheurs locaux, habitués à lire la mer comme un langage propre, commencèrent à comprendre que certaines zones devaient être évitées, non pas parce qu'elles étaient dangereuses en termes naturels, mais parce qu'elles étaient marquées par une présence invisible. Les rochers sous les falaises devinrent des lieux où personne ne devait s'arrêter trop longtemps. La prudence se transmettait sans mots, de génération en génération, comme une connaissance interdite. Du point de vue psychologique, ce type de peur collective a des effets profonds. Lorsqu'une communauté entière apprend qu'intervenir peut signifier disparaître, l'empathie est réprimée. Aider cesse d'être un acte moral et devient un risque intolérable. Ce n'est pas que les gens cessaient de ressentir de la compassion, c'est qu'ils apprirent à l'enterrer pour rester en vie. Ce phénomène n'est pas exclusif à l'Antiquité. Dans les sociétés soumises à des régimes de contrôle extrêmes, le même schéma se répète. Tout le monde sait, mais personne ne peut confirmer. La vérité existe, mais elle ne peut être nommée. Capri fonctionna comme une île dans l'île, un espace où la réalité se fragmentait entre le visible et l'innommable. Même après la mort de Tibère, de nombreux habitants évitèrent de parler de ces années. La peur ne disparaît pas immédiatement lorsque le pouvoir tombe. Elle demeure comme une ombre, comme une mémoire corporelle qui s'active à tout signe d'autorité. Le silence appris prend des générations à se rompre. Ainsi, Capri ne fut pas seulement témoin des excès d'un empereur isolé. Elle fut aussi victime d'un système qui fit d'une communauté entière l'otage du pouvoir. L'île, célèbre pour sa beauté, porta pendant des décennies le poids d'une histoire qu'elle ne pouvait raconter. Et ce silence collectif, plus que tout document perdu, est l'une des preuves les plus éloquentes de l'étendue que peut atteindre la domination quand personne n'ose regarder en face. La mort de Tibère ne survint pas à Capri, mais loin de l'île qui avait marqué ces dernières années. En mars de l'an 37 après Jésus-Christ, l'empereur se trouvait dans une résidence côtière, affaibli par l'âge et par un corps qui ne répondait plus avec la même docilité qu'avant. Les sources anciennes décrivent une fin ambiguë, enveloppée de rumeurs et de silence, comme si même son dernier souffle avait été entouré d'intrigues. Il n'y eut pas d'adieu solennel. Il n'y eut pas de mots finaux destinés au peuple. Le pouvoir s'éteignit simplement, ou fut éteint. La réaction à Rome fut immédiate et révélatrice. Loin du deuil officiel, un sentiment collectif de soulagement surgit. Pendant des années, la ville avait vécu sous l'ombre de la suspicion permanente. Maintenant, cette ombre semblait se dissiper. Des foules célébrèrent discrètement, certains ouvertement, comme si la disparition de l'empereur avait libéré une tension accumulée pendant plus d'une décennie. C'était une joie contenue, presque coupable, mais réelle. Cependant, la fin de Tibère ne signifia pas la fin de son héritage le plus sombre.
avec l'arrivée d'un nouvel empereur, une autre machinerie s'activa, moins visible mais tout aussi puissante, celle de l'oubli organisé. Les structures du pouvoir comprenaient que certains épisodes ne pouvaient pas être mis en lumière sans risquer la légitimité même de l'Empire. Capri représentait une menace non seulement morale, mais politique. Des fonctionnaires impériaux furent envoyés sur l'île avec des ordres précis. Des documents disparurent, des inscriptions furent effacées, des espaces architecturaux modifiés ou réinterprétés. Il ne s'agissait pas de nier l'existence de Tibère à Capri, mais de la vider de sa signification. Transformer un lieu chargé d'ombre en une simple retraite impériale, propre à la mémoire officielle. Ce processus n'était pas nouveau. Tout au long de l'histoire romaine, la manipulation de la mémoire avait été un outil politique fondamental. Se souvenir sélectivement était aussi important que de conquérir des territoires. Ce qui n'était pas enregistré, ce qui n'était pas nommé, cessait d'exister pour les générations futures. Capri devait devenir un paysage sans histoire inconfortable. Les témoins directs, ceux qui avaient vu ou souffert, disparurent des registres. Il n'y a aucune trace de retour, de compensation ni d'explication. Le silence fut total. Pour l'Empire, il était plus sûr de fermer cette page sans la lire à voix haute. La stabilité exigeait des sacrifices, même dans la mémoire. Ainsi, la mort de Tibère n'apporta pas la justice, mais une pause. Un changement de visage au pouvoir, accompagné d'un effort conscient pour séparer l'Empire d'un de ses chapitres les plus perturbants. Capri fut laissé derrière, non pas comme un avertissement, mais comme un secret enfoui sous le marbre, la mer et le passage du temps. Aujourd'hui, Capri est synonyme de beauté. Ses eaux turquoises, ses formations rocheuses et ses ruines antiques attirent des visiteurs du monde entier. Du haut des falaises, la vue reste aussi impressionnante qu'il y a 2000 ans. La Villa Jovis, réduite désormais à des fragments de pierre et des murs incomplets, se présente comme un vestige de plus de la splendeur romaine. Peu de plaques informatives, aucun récit complet. L'histoire, ici, parle à voix basse. Les touristes marchent sur des sentiers qui furent autrefois sous stricte surveillance. Ils s'arrêtent pour prendre des photos là où régnait jadis le silence forcé. La transformation du lieu est presque totale. Capri a été converti en un espace de contemplation, non de mémoire. Et, pourtant, les ruines conservent une étrange charge émotionnelle, comme si quelque chose d'inachevé restait suspendu dans l'air. Ce contraste pose une question inconfortable. Que se passe-t-il lorsque le passé devient trop sombre pour être rappelé? Tout au long de l'histoire, les sociétés ont souvent choisi d'adoucir, de simplifier ou de directement omettre certains épisodes. Pas toujours par malice, mais par commodité. Ce souvenir exige d'affronter des vérités qui défient au clivage que nous voulons conserver de nos institutions. L'histoire de Tibère à Capri n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un système qui permit au pouvoir de s'exercer sans limite visible. Un système où la distance, l'isolement et l'absence de reddition de comptes créèrent l'environnement parfait pour que l'humanité s'estompe. Ce schéma n'appartient pas uniquement à l'Antiquité. Il se répète sous différentes formes dans des contextes modernes où l'autorité se sépare de toute supervision réelle. Le plus inquiétant n'est pas que ces faits se soient produits, mais qu'ils aient été possibles. Que tant de personnes, des fonctionnaires aux communautés entières, se soient retrouvées piégées dans une dynamique où le silence semblait la seule option viable. Capri devient ainsi un miroir historique, reflétant une vérité universelle. Quand le pouvoir ne répond de rien devant personne, il y a toujours ceux qui en paient le prix. Marcher aujourd'hui parmi les ruines de la Villa Jovis, c'est marcher sur une mémoire fragmentée. Il n'y a pas de nom gravé pour les victimes. Il n'y a pas de récits officiels qui expliquent ce qui s'est réellement passé. Il ne reste que le paysage, beau et indifférent, et la responsabilité de celui qui connaît l'histoire de ne pas oublier ce qui fut délibérément caché. Car ce souvenir n'est pas un acte de morbide curiosité, mais d'avertissement. L'histoire de Capri nous rappelle que le danger ne réside pas uniquement dans les individus, mais dans les structures qui les protègent. Et tant qu'existeront des systèmes capables d'isoler le pouvoir de toute responsabilité, les ombres du passé ne seront jamais aussi lointaines que nous le pensons.